Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours dans la programmation orientée objet en C++, aujourd'hui nous allons parler d'héritage. Alors on s'arrête tout de suite, je ne vais pas parler d'un oncle d'Amérique qu'on aurait oublié qui va nous verser des millions de dollars. Là on va plutôt parler d'héritage entre les différentes classes, mais vous allez voir que ça va être intéressant quand même. L'héritage en fait entre les différentes classes, tout simplement va nous permettre de ne pas avoir à dupliquer du code. Imaginons que nous avons déjà écrit une classe, nous sommes très contents, et nous avons un objet en fait à créer qui va reprendre à peu près les mêmes propriétés que la classe que nous avons déjà créée, mais qui va en prendre quelques attributs supplémentaires. Nous aimerions réutiliser ce que nous avons déjà écrit et ajouter en fait les attributs en plus. Et bien c'est ce que va permettre l'héritage. Si vous avez déjà regardé les vidéos du ML, c'est exactement la même notion que nous avons déjà vue dans le diagramme de classe lorsque nous avons fait hériter une classe d'une autre. C'est logique, puisque l'UML permet justement de représenter les classes qui seront ensuite développées, programmées en fait dans un langage de programmation orienté objet. Donc le but de cette vidéo, c'est de voir comment est-ce que je peux concevoir une classe dérivée à partir d'une classe que j'ai déjà créée. On va parler un petit peu de polymorphisme. Alors encore une fois, c'est un mot très très compliqué, mais vous allez voir finalement que c'est pas si compliqué que ça. Simplement, si on a une classe dérivée, imaginons par exemple qu'on ait une classe voiture par exemple, et puis que la classe dérivée serait une classe 4x4. Un 4x4 est un type de voiture, un 4x4 est une voiture d'ailleurs. Et donc on pourrait se dire, mais si un 4x4 est une voiture, est-ce qu'il y aurait moyen que je puisse en fait, même si ce sont deux types différents, sous certains aspects les traiter comme si c'était le même type? On va voir que ça va être possible grâce au polymorphisme et on va voir comment le mettre en place. On va parler encore d'un petit peu d'autres choses, comme les classes abstraites par exemple, et on va parler aussi des attributs et des méthodes statiques que l'on peut retrouver dans les classes. Ce sont simplement des attributs et des méthodes qui vont être communes à tous les objets d'une classe et qui ne seront pas spécifiques à un objet en particulier. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant qui va nous permettre de véhiculer l'information à travers tous les objets d'une classe. Ok, donc on a pas mal de choses à voir sur cet héritage, donc je vous propose de se lancer directement pour voir comment ça marche. La première chose que nous allons voir, c'est que nous allons travailler sur une classe personne. Alors personne, c'est une classe qui est assez générique, en fait, qui contient des éléments qui sont partagés par plusieurs types de personnes. Une fois que l'on va avoir mis en place cette personne, on va imaginer qu'on a plusieurs types de personnes qui ont chacun des informations supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils partagent des informations communes à la personne, que selon par exemple le nom, le prénom et l'âge. Mais un salarié, par exemple, dispose d'un niveau d'hiérarchie ou quelque chose comme ça. Un client est une personne qui possède une adresse, et un fournisseur est une personne qui possède un numéro de téléphone. Donc encore une fois, chacun de ces salariés, clients et fournisseurs va partager des informations communes avec toutes les personnes, mais chacun a son petit truc en plus. Ok, donc on va voir comment mettre ça en place. Si vous avez quelques notions du ML, vous savez que ce genre de choses peut être représenté avec un diagramme de classe. Donc je peux créer une classe dans laquelle en fait je me retrouverai avec une personne. Voilà. Cette personne aurait des attributs. Par exemple, elle aurait comme attribut, je ne sais plus ce que j'ai mis comme attribut. On va essayer de rester raccord. Le nom, le prénom et l'âge. Ok, ça marche. Donc elle a un nom, elle a un prénom et elle a un âge. Ok, je m'occupe pas des méthodes pour l'instant. Et on a trois autres classes que l'on va mettre en place. On a donc d'un côté le client. Le client, qu'est-ce qu'il a en plus? Alors, le client a une adresse, le fournisseur un numéro de téléphone. Ok, ça marche. Donc le client... Non, pas de méthode. Le client a une adresse, le fournisseur, lui, il a un numéro de téléphone, et le salarié, lui, il a un niveau. Voilà. Alors, ça, c'est les informations qu'ils ont en plus, mais chacun de ces types de personnes, en fait, sont des personnes. Donc on va chercher la généralisation, et on va dire que le client est une personne, le fournisseur est une personne, et le salarié est une personne. Voilà.
Donc quand vous avez cette notion de « est », le salarié est une personne avec un niveau en plus, le fournisseur est une personne avec un téléphone en plus, le client est une personne avec une adresse en plus, et bien tout simplement on va retrouver cette notion de hiérarchie. Tous les clients vont avoir un nom, un prénom, un âge et une adresse, les fournisseurs vont avoir un nom, un prénom, un âge et un téléphone, donc vous voyez bien en fait que les informations se cumulent. Je veux récupérer les informations de la personne, et en plus je veux récupérer l'information qui est propre au fournisseur. Et le fait de tout regrouper dans personne va faire en sorte que je n'ai pas à dupliquer le nom et le prénom et l'âge dans chacune des 3 classes client, fournisseur et salarié. Donc ça va me faire gagner du temps au moment où je vais le développer. Alors ce que je vous propose, c'est de garder ce schéma en tête et on va essayer de développer directement la classe personne pour commencer. Alors je me suis simplement créé en fait un person.cpp et puis j'ai commencé en fait à faire les includes, string pour utiliser des chaînes de caractères, iostream pour pouvoir échanger avec le programme, et je me suis fait une fonction main. Ok. Alors on va simplement créer une classe personne. Oups. Et dans cette classe personne, qu'est-ce que je veux retrouver comme information? Eh bien j'ai dit que ma classe personne, elle était définie par 3 informations, le nom de la personne, le prénom de la personne, donc ça c'est de la classe assez classique, et l'âge de la personne. Ok, ça marche. Pour pouvoir utiliser une personne, pour pouvoir déclarer une personne, il va me falloir au moins un constructeur, et il va me falloir au moins un destructeur. Ok, ça marche. Alors, je vais créer un constructeur par paramètre, c'est-à-dire que je vais déjà déclarer que ce constructeur doit être public. Le constructeur, il doit avoir le même nom que la classe dans laquelle je suis, donc personne, et ce constructeur, il doit pouvoir valoriser ces éléments-là, donc je dois pouvoir fournir une chaîne de caractères qui contient le nom, je dois pouvoir fournir une chaîne de caractères qui contient le prénom, et je dois pouvoir fournir un entier qui correspond à l'âge. Donc il faut bien que les types collent avec les différents attributs que j'ai. Et donc le nom de ma personne va récupérer le premier argument, le prénom de ma personne va récupérer le second argument, l'âge de la personne va simplement récupérer le 3e argument. Ok, ça marche. Donc j'ai mon constructeur qui est mis en place. Ça marche. Je vais aussi créer un destructeur. Voilà, je vais tout simplement mettre... Donc, destructeur doit commencer par un tilde, puis le nom de la classe, pas d'argument. Voilà, et je vais tout simplement mettre, pour voir à quel moment je passe dans le destructeur, nous sommes navrés de la disparition de, et je vais mettre le nom de la personne. Voilà, donc c'est la fin de l'objet, et donc le destructeur va être appelé en fait pour mettre fin à cet objet. Ok, je vous propose de voir si tout fonctionne correctement, et nous allons créer donc une personne qui vont nous permettre de valider que le constructeur et le destructeur fonctionnent correctement. Je vais donc déclarer P de type personne, et dans cette personne, je vais lui mettre donc le premier caractère correspond au nom, Do, le deuxième au prénom, John, et l'âge, par exemple, il a 25 ans. Voilà. Donc, première classe, un constructeur, un destructeur, on va regarder si tout fonctionne correctement, on va compiler, comment je l'ai appelé, personne.cpp, -o, je vais appeler personne, voilà, nous sommes navrés de la disparition de Do. Alors effectivement, pour l'instant, je ne fais encore rien avec cette personne. Alors ce que l'on pourrait faire, effectivement, c'est pour voir si les informations sont bien à leur place. Je vais créer en fait une fonction d'affichage. La fonction d'affichage va juste reprendre en fait les éléments d'affichage. Donc, c'est-à-dire que je vais dire par exemple que mon nom est, et je vais afficher le nom. Puis je vais afficher mon prénom est, et je vais afficher le prénom. Et enfin, mon âge est, voilà,
c'est assez classique, hein, mais âge, voilà. Et donc, pour vérifier, donc je crée ma personne et je vais simplement lancer l'affichage sur ma personne. Affichage. Ok. Donc je lance le fonction d'affichage sur ma personne, hein. Donc p.affichage pour afficher les informations de ma personne. Je recompile, je regarde si tout fonctionne. Il faut un petit peu plus de... Hop. Mon nom est Do, mon prénom est John, mon âge est 25, et effectivement, à la fin de la fonction, le destructeur est appelé. Donc effectivement, on est navré d'apprendre la disparition de Do. Ok, ça marche. Donc, tout a l'air de fonctionner correctement. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour continuer à utiliser cette classe comme classe de base pour pouvoir avoir des classes dérivées? Donc ces trois types de personnes partagent des informations, nom, prénom et classe, mais un salarié est une personne d'avoir un niveau, un client a une adresse, et un fournisseur a un numéro de téléphone. Ok. Alors l'idée tout simplement, c'est que comme un client est une personne, un salarié est une personne, et un fournisseur est une personne, moi ce que j'aimerais c'est réutiliser les informations de la classe personne. Je ne voudrais pas en fait redupliquer toutes ces informations-là. Et donc ce que l'on va faire tout simplement, c'est que l'on va créer la classe client qui va directement hériter de la classe personne. C'est-à-dire qu'elle va récupérer toutes les informations de la classe personne. Alors l'héritage en C++, on voit qu'au niveau de la syntaxe, on va définir notre classe client et on a un petit mot-clé ici qui est public personne. Alors on va expliquer ce que c'est que ce petit mot-clé public. Au moment de l'héritage, en fait, on a le droit de redéfinir la portée des variables. Alors le public personne que nous allons utiliser, c'est le cas le plus fréquent. On va simplement pouvoir utiliser donc les objets publics et les objets protected de la classe mère, et les objets publics de la classe mère restent publics dans la classe fille, les objets protected de la classe mère restent protected dans la classe fille. Si j'utilisais protected en termes de... On va le faire directement, en mettant en place la classe client. Donc, ma classe personne, elle est ici, et je vais donc définir ma classe client, voilà, qui est en fait dérivée de la classe personne. Alors notez bien la syntaxe, hein, il y a juste 2 points, et 2 points en fait qui me permettent de dériver la classe personne. Ok, alors le public qui est ici, ça veut dire que tout simplement, tout ce qui vient de personne, tout ce qui est public dans personne devient public dans client. Tout ce qui est protected dans personne devient protected dans client. Si j'avais mis protected ici, tout ce qui est public et protected dans personne serait devenu protected dans le client. Et si j'avais mis ici private, eh bien tout ce qui était public et protected dans personne serait devenu private dans la classe client. Donc la plupart du temps, on va simplement garder public, parce que ça permet en fait de garder public en public, privé en privé. Ok, les deux autres, c'est vraiment situationnel pour pouvoir les utiliser. Donc ici, en fait, j'ai déjà un client qui dérive de personne. Alors, il ne faut pas que j'oublie le point-virgule ici. Voilà. Alors mon client, il a quoi? En plus, je vais simplement reprendre ça. Mon client, il a une adresse, donc on va tout simplement dire qu'il a une string adresse en plus. Ok. Je vais tout de suite définir les autres classes également. J'ai donc défini un fournisseur. Donc un fournisseur, lui, il a un téléphone en plus. Et le salarié, lui, ce qu'il a, c'est un niveau. Alors tiens, le niveau, je vais le mettre en entier pour changer. Voilà. Et donc en fait, ils ont des informations en plus. Ce sont des personnes, mais qui ont quelque chose en plus. Ok. Alors, on va y aller par méthode, hein. Je vais simplement suivre mon PowerPoint, puisque c'est effectivement sinon je vais perdre un petit peu la ligne directrice. Donc, on a parlé effectivement de la portée qui peut être récupérée au niveau de la classe dérivée, de la hiérarchie. Ça marche. Donc, on a ajouté ces 3 classes, client, fournisseur, salarié à notre programme, et on les fait hériter de la classe personne. Donc, de base, maintenant, le client, le fournisseur et le salarié ont déjà accès, en fait, aux méthodes et aux attributs de la classe personne. Et donc, tout simplement, on a ajouté les éléments qui sont propres, les attributs qui sont propres à chaque type. Le client
a eu son adresse, le fournisseur a eu son téléphone, et le salarié a eu son niveau. Est-ce que l'on peut créer ces objets de nouveau type? On va essayer de voir. Donc pour l'instant, ma classe elle est vide. On va essayer de voir si j'ai la possibilité déjà de faire quelque chose avec ces informations-là. Ok. Alors maintenant, ce qui ne m'intéresse pas, c'est de créer une personne, mais je vais par exemple créer un client. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors non, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a pas de constructeur de client qui match l'argument de liste. Ok. Alors je pourrais créer un client vide, puisque je vous l'ai dit que si jamais je n'ai pas de... Non, j'ai même pas la possibilité. Ouais, j'ai pas la possibilité en cas d'héritage. Donc je vais rester comme ça, et effectivement, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je n'ai pas de constructeur de client qui a ce nombre de propriétés. Effectivement, j'ai pas mis de constructeur de client. Ok, donc ça c'est la première chose à laquelle je vais devoir remédier. Je vais devoir construire des constructeurs pour chacune de mes classes. Ok, donc on va créer des constructeurs, et puis ensuite on va essayer d'afficher les éléments. On va essayer d'afficher les éléments que l'on peut mettre en place. Ok, ça marche. Donc effectivement, on va se créer des constructeurs. Alors dans mon client, je vais créer en fait un constructeur qui s'appelle client, puisque le constructeur ça ne change pas. Je suis toujours obligé de l'appeler comme le nom de la classe. Et mon client, en fait, si je veux le construire, qu'est-ce qu'il va avoir? Eh bien, comme mon client c'est une personne, je vais devoir lui donner un nom, un prénom et un âge. Et en plus, il va me falloir une adresse. Donc, effectivement, comme un client est une personne qui en plus a une adresse, eh bien un client c'est quelqu'un qui a un nom, un prénom, un âge et une adresse. Ok, ça marche. Alors là, ça souligne déjà en rouge. Oh. Alors qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il n'y a pas de constructeur par défaut de la classe personne. Alors pourquoi est-ce qu'il me parle de la classe personne ici alors que je suis dans le client? Eh bien tout simplement parce que je lui ai dit qu'un client était une personne. Et donc quand je veux construire un client, eh bien je suis obligé de créer aussi la personne qui est liée à ce client. Ok, et là ce qu'il me dit tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de constructeur par défaut de personne, donc il n'y a pas de constructeur avec 0 paramètres, tout simplement parce que j'ai mis en place un constructeur qui demande 3 paramètres qui sont le nom, le prénom et l'âge. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais utiliser la syntaxe qui est prévue par C++ pour dire, eh bien mon client, le constructeur de client va impliquer la construction d'une personne. Et cette personne prend 3 arguments qui sont le nom, le prénom et l'adresse. L'idée, en fait, tout simplement, c'est de dire, quand je construis mon client, je donne un nom, prénom et adresse, mais ces 3 propriétés-là, ces 3 paramètres-là, en fait, concernent la personne. Donc, je vais simplement reprendre ces paramètres N, P et A, et en fait, les transférer à la personne. Et je vais dire au constructeur de personne, débrouille-toi avec ces 3 paramètres. Moi, finalement, je ne vais gérer que l'adresse. Donc, quand je construis mon client, en fait, je construis une personne avec les paramètres nom, prénom et adresse. Et ce qu'il me reste à faire dans le client, c'est simplement m'occuper de l'attribut adresse que je vais valoriser avec le 4e argument que je donne à mon client. Voilà. Ça marche. Je vais voir si je peux créer mon client du coup. Donc, quand je crée un client, je dois donner un nom, un prénom, une adresse, un âge, et je dois donner aussi une adresse. Voilà. Le rouge disparaît, ça a l'air plutôt bon. Je compile. Je relance personne. Et effectivement, qu'est-ce que ça me dit? Mon nom est John, mon prénom est John, et mon âge est de 25. Ah, ça c'est rigolo. Donc du coup, vous voyez que j'ai encore la fonction d'affichage qui est là. Donc j'ai créé un client, alors normalement, et dans client, je lance ensuite la fonction d'affichage. Sauf que j'ai pas de fonction d'affichage en client. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'ai pas de fonction d'affichage dans le client, mais que j'ai dit que le client était une personne, eh bien C++ s'est dit, je vais chercher en fait s'il n'y aurait pas une fonction d'affichage dans la classe mère. Et comme il en a trouvé une, il a utilisé celle-là. Bon, alors c'est plutôt bien, sauf que, effectivement, ça me donne le nom, prénom et l'âge, mais je n'ai pas, en fait, la possibilité d'afficher l'adresse,
puisque l'adresse n'est pas connue dans personne. L'adresse est une propriété qui est spécifique au client. Bon, donc j'ai quand même encore du boulot. Je vais juste reprendre ça et faire rapidement exactement de même avec le fournisseur. Donc le fournisseur, lui, il reçoit un nom, un prénom, un âge, et il reçoit un téléphone. Et c'est le téléphone que je dois donc valoriser. Alors là, je vais assez vite, parce que c'est exactement la même chose que je fais. Et le salarié, lui, eh bien, tout simplement, il reçoit un nom, un prénom, un âge, et il reçoit un niveau. Voilà, niveau, dans lequel je vais mettre le troisième paramètre. Donc, je fais exactement la même chose dans les trois cas, et c'est ce qui va me permettre de créer... je vais essayer de créer les trois objets dont je parle là. Je vais donc créer un client. Je vais l'appeler d'ailleurs C. Je vais appeler un salarié et un fournisseur. Donc là, salarié, fournisseur. C'est bon, ça marche? Fournisseur, salarié. Ok. Donc le salarié, il n'est pas content parce qu'effectivement, le quatrième argument, c'est un niveau qui est un entier. Et le fournisseur, lui, il est content, mais ça, lui, il veut un numéro de téléphone. Voilà. Et donc le p.affichage, lui, il n'est pas très content puisque, effectivement, la variable p n'existe plus. Donc je vais afficher mon client, je vais afficher mon salarié et je vais afficher mon fournisseur. Et je vais avoir effectivement le même problème, c'est que, voilà, je vais récupérer effectivement, ah mince, il s'appelle tous John Doe. Alors attendez, je vais juste mettre le client John, le salarié John et le fournisseur John. Comme ça, on saura qui est qui. Voilà. Personne. Donc effectivement, les trois fonctions d'affichage que j'ai demandées, en fait, vont se limiter au nom, au prénom et à l'âge, et ne vont pas du tout garder les spécificités. Donc j'ai mon client John, j'ai mon salarié John, et j'ai mon fournisseur John, et on s'aperçoit que effectivement les trois objets ont été supprimés. Là aussi, vous voyez que je n'ai pas écrit de destructeur pour chacun des salariés fournisseurs clients, et que c'est effectivement le destructeur de la classe mère, donc de la classe personne, qui est appelé à chaque fois en fait que je me débarrasse des variables que j'ai déclarées. Ok, ça marche. Donc on a encore un petit problème d'affichage, ça affiche pas exactement ce que je voudrais. Ok. Alors, maintenant il faudrait en fait qu'on arrive à modifier cette fonction d'affichage pour qu'elle affiche les informations qui sont spécifiques aux clients, aux salariés et aux fournisseurs. Sauf que, problème, je ne peux pas accéder aux informations, je ne peux pas accéder directement aux informations privées de la classe mère. Je vous rappelle que les informations, les attributs qui sont privés ne sont disponibles que dans la classe elle-même. Donc, il n'y a que les attributs protected et publics que je peux utiliser dans la classe fille. Donc, les attributs, pour l'instant, je ne peux pas les utiliser. Cependant, ce que je peux utiliser, c'est la fonction d'affichage de la classe mère. C'est-à-dire que si je pouvais afficher déjà les informations de la classe mère, eh bien, il ne me resterait plus qu'à afficher, en fait, ce qui est spécifique vraiment à la classe fille. Donc, on va essayer de voir comment est-ce que je peux mettre ça en place. Je vais donc retourner dans mon client, et je vais donc, en fait, créer une fonction d'affichage qui a exactement le même nom que dans la classe mère. Je vais la déclarer en public pour que je puisse y accéder à partir du main. Et je m'aperçois effectivement que si je reprends par exemple les attributs d'affichage de la classe mère ici, en fait je vais avoir un problème et vous voyez que j'ai très vite en fait les éléments qui sont soulignés en rouge qui me disent non, nom, prénom et âge, tu peux pas les utiliser parce que ce sont des données privées de la classe mère et donc je n'ai pas le droit de les utiliser dans la classe fille. Ok. Alors ce que je peux faire par contre dans moi, c'est-à-dire que je peux effectivement l'adresse du client,
Ça, c'est quelque chose que je peux afficher. Mon adresse est... Ça marche, j'ai le droit de l'afficher, puisque adresse, c'est une variable qui est directement dans la classe. Je ne sais pas pourquoi il me souligne en rouge, d'ailleurs. Ah, il n'a pas encore... Ouais, ok, c'est bon. Il n'a pas encore eu le temps de faire l'affichage. Ok. Donc ça marche. Par contre, j'arrive pas à obtenir les informations de la classe mère. Mais ce que j'aimerais faire, en fait, c'est pas forcément recopier l'affichage de la classe mère. Moi, j'aimerais bien que la classe mère, elle lance sa propre fonction d'affichage. Et comment je fais ça? Bah, tout simplement, ce que je vais demander, c'est de dire, bah, tu vas dans la classe mère, opérateur de point, et tu me lances la fonction d'affichage. Qu'est-ce qui va se passer dans ma fonction d'affichage? Eh bien, je vais demander à ce que, quand j'affiche un client, j'affiche en fait d'abord les informations de la classe mère, puis je vais afficher en fait mon adresse. Je vais aussi rajouter une petite ligne pour qu'on voit bien la différence entre les affichages. Je vais simplement faire une petite ligne d'étoile dans l'affichage qui va me permettre de savoir où commence l'affichage d'une nouvelle personne. Ça va être un petit peu plus clair pour voir les choses. Non. Voilà. Et donc, si maintenant j'ai bien cette fonction d'affichage, elle va appeler la fonction d'affichage de la classe mère, puis elle va simplement afficher ce qui est spécifique en fait à ma classe. Je vais prendre cette fonction et la recopier dans la partie fournisseur, et je vais l'adapter. Donc le fournisseur, lui, il a quoi? Il n'a pas une adresse, il a un téléphone. Voilà. Et je vais aussi le mettre dans la partie salarié. Le salarié, lui, il a un niveau. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, le client a bien sa propre fonction d'affichage, le salarié a bien sa fonction d'affichage, le fournisseur a bien sa fonction d'affichage, même si ces trois fonctions d'affichage en fait se basent sur la fonction d'affichage de la classe mère directement. Ok. Je compile. Voilà. Et donc on va s'apercevoir effectivement que ce que j'ai lancé ici, c'est que cette fois-ci, je retrouve mon nom avec client John 25 et mon adresse est rue de la Paix. Ça marche. Mon nom est salarié John 25 et mon niveau est 2. Et mon nom est fournisseur John 25 et j'ai mon numéro de téléphone. Ok, ça marche. Et effectivement, le destructeur, lui, il est appelé dans la classe mère. Donc maintenant, chacun de ces trois qualificatifs, salarié, client, fournisseur, a bien sa propre fonction d'affichage qui fonctionne pour lui et qui affiche toutes ces données. Et vous voyez que je me base sur la fonction d'affichage de personne, ce qui m'évite en fait de dupliquer du code. Je me base vraiment sur une fonction commune, et la seule chose qui me manque, en fait, c'est qu'est-ce qui est vraiment spécifique. Donc vous voyez que, pour l'instant, les classes fournisseurs, salariés et clients, elles font énormément de travail, avec très très peu de code, parce qu'en fait, j'ai mutualisé le code, je l'ai factorisé au niveau de la classe personne. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Non, on peut toujours faire mieux. Alors le constructeur, si on revient un petit peu sur le constructeur, on a vu que effectivement, le constructeur de la classe fille va s'appuyer sur le constructeur de la classe mère. Et simplement, pour revenir un petit peu sur cette histoire de syntaxe, vous voyez en fait que cette syntaxe, elle est très facile à comprendre. Ici, en fait, dans l'entête de la classe client, vous apercevez que la classe client, en fait, on a 2 points pour dire que par la suite, en fait, la classe client dérive de la classe personne. Et donc, on a cet opérateur 2 points. Cet opérateur de points, on le retrouve ici, au niveau du constructeur, pour dire, voilà, bah, quand je construis un client, je construis une personne. Je construis d'abord une personne, et ensuite je construis ce qui est spécifique au client. Eh bien, c'est exactement cette opération que l'on va retrouver ici. Voilà. Donc on a en fait cet indicateur de points, il donne exactement la même signification dans les deux cas. Ok. Donc on a transmis les paramètres, si on avait, ça c'était bon. Et maintenant, ce que l'on va voir, c'est que on va commencer à s'intéresser à
une des propriétés de l'héritage. Alors une des propriétés de l'héritage, et qui peut être vraiment intéressante à voir, c'est que je dis depuis le début, et depuis que j'ai de l'UML, je dis en fait qu'un client est une personne. Je dis qu'un fournisseur est une personne. Je dis qu'un salarié est une personne. Et pourtant, on se rend bien compte dans la façon dont on l'a programmé que on va bien se retrouver avec des classes différentes. C'est-à-dire que je peux déclarer un client, je peux déclarer un salarié, et je peux déclarer un fournisseur. Ok, d'accord. Donc c'est des types différents. Donc un client est une personne, mais une personne est un type qui est différent du type client. Alors à quel moment ça va quand même m'aider en fait à pouvoir regrouper ces informations-là? Est-ce que je pourrais imaginer par exemple de mettre dans un tableau des clients, des salariés, des fournisseurs et des personnes? Puisque tous ces types-là sont des personnes, ça voudrait dire que je devrais pouvoir créer un tableau avec ces types-là. Mais comme ces types sont différents, et qu'un tableau normalement, ou même un vecteur, hein, si jamais vous êtes habitué à utiliser des vecteurs en C++, n'est basé que sur un seul type. Quand je déclare un vecteur, je suis obligé de dire quel est le type du vecteur. Bon, et là j'ai 4 types. Alors comment je peux me débrouiller avec ça? Alors il y a déjà une première chose que l'on peut voir, c'est qu'au lieu de déclarer que ça ce sont des types différents, donc ça veut dire que la façon dont je vais les stocker en mémoire sera différente. Par contre, ce que je peux faire, c'est déclarer des pointeurs. Un pointeur, je vous le rappelle, c'est tout simplement une adresse de zone mémoire sur lequel en fait commence le client, le salarié, le fournisseur. Si j'ai un pointeur sur client, ça veut dire qu'un client est stocké en mémoire et je garde en fait l'adresse de la première zone mémoire où débute le client. Donc je vais utiliser simplement des pointeurs et je vais donc dire que utiliser la syntaxe le pointeur C pointe sur un client qui est déterminé, qui est mis en place par le new client. Le salarié S est un pointeur sur salarié qui est donc récupéré directement avec un new salarié. Et le pointeur sur fournisseur, je le récupère aussi directement sur un pointeur sur fournisseur. Voilà. Ça marche. Et donc maintenant, à la place d'avoir des informations, alors vous voyez que le affichage ne marche plus. Tout simplement, si je veux que ça continue à marcher, il faut simplement que je les remplace par la notation pointeur et les affichages continueront à marcher. Donc maintenant, je n'ai plus des variables classiques, j'ai des pointeurs sur chacune de ces zones mémoire. Bon. Ok. Alors qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer quelque chose de très intéressant à noter. C'est que, effectivement, comme un client est une personne, j'aurais pas dû le faire tout de suite. C'est la personne que je voulais en truc. C'est pas grave, on va le modifier. Si le client est une personne, il y a quelque chose qui peut être assez surprenant. C'est que je peux créer un client. Donc un client, là-dessus, je vais le créer sans pointeur. Je vais le créer avec l'ancienne... avec les accolades. Non. Je vais créer ici mes accolades. Je vais donc créer un client. Et ce que je peux dire, en fait, tout simplement, c'est que je peux créer un pointeur sur personne qui va pointer, en fait, au même endroit que le client. Alors, il faut que je l'appelle passé, sinon je vais avoir un conflit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens d'écrire? Ça veut dire quoi, ce que je viens d'écrire? Eh bien, tout simplement, imaginons que vous avez la mémoire, qui est ici, et vous avez en fait les informations de votre client, par exemple, qui couvrent plusieurs zones mémoire. Voilà. Et ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que j'ai créé tout simplement un pointeur P, et ce pointeur P, eh bien, en fait, il va pointer insertion, forme, flèche, non, forme, flèche, voilà. Ce pointeur, en fait, il va pointer sur le même endroit que le début de mon client. Ici, c'est mon client, donc c'est C1 qui débute ici. Et je vais faire pointer, en fait, un pointeur de type personne, exactement au même endroit que le début de mon client. C'est fou, ça, de pouvoir faire ça. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Alors déjà, j'ai le droit de faire ça, puisque un pointeur, c'est simplement une adresse. C'est une adresse mémoire.
Donc je me soucie absolument pas de la taille que prend le client en mémoire, simplement l'adresse du début. Ok, pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que tout simplement, j'ai dit qu'un client, je l'ai dit ici, un client est une personne. Donc un pointeur de personne peut pointer sur un client. Ok, alors attention, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si je crée une personne, par exemple P1, alors c'est quoi les attributs de la personne? C'est un nom, un prénom et un âge. Voilà. Je n'ai pas le droit de déclarer un pointeur sur client, que je vais appeler C2, qui va pointer sur la personne. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Ça va me le souligner en rouge et ça va me dire a value of type person étoile cannot be used to initialize an entity of type client. Pourquoi j'ai pas le droit de faire l'inverse? Eh bien, autant un client est une personne, autant une personne n'est pas forcément un client. Et donc, je n'ai pas le droit, en fait, de faire l'opération inverse. J'ai le droit de dire qu'un client est une personne, c'est faux de dire, en fait, qu'une personne est forcément un client. Une personne pourrait être un salarié ou pourrait être un fournisseur, et donc ça ne serait pas un client. Et donc, je n'ai pas le droit de faire ça. Bon. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai le droit, du coup, de dire que un client est une personne. J'ai donc le droit, de la même façon, de dire qu'un salarié est une personne, et j'ai le droit de dire qu'un fournisseur est une personne. Ok. On est d'accord? Donc, ça veut dire que on va aller un petit peu plus loin. Alors, je vais juste reprendre mon PowerPoint pour ne pas perdre le fil de ce que je vais vous raconter. On va arriver vers quelque chose qui s'appelle, grâce à ça, le polymorphisme. Alors, pour parler un peu de polymorphisme, on a vu que quand on déclare un tableau ou un vecteur, on va utiliser le vecteur comme on est en C++, on doit toujours contenir des éléments du même type. C'est-à-dire que je peux créer un vecteur d'entier, mais du coup il faut que j'ai que des entiers dedans. Je peux créer un vecteur de string, mais du coup il faut que j'ai que des strings dedans. Je peux créer un vecteur de client, mais du coup il faut que j'ai que des clients dedans. Ok. Mais nous, ce qu'on vient de voir, c'est qu'à partir du moment où on a un client, un fournisseur et un salarié, on les considère comme des personnes, puisque ces classes héritent de personnes. Alors, est-ce que je pourrais les ranger dans un même vecteur? Eh bien, avec ce que nous venons de voir, comme un pointeur sur personne peut récupérer l'adresse d'un client, l'adresse d'un fournisseur et l'adresse d'un salarié, eh bien, il me suffit de créer un vecteur qui est composé de pointeurs sur personne. Et si je fais ça, eh bien, je vais pouvoir récupérer toutes les informations dedans. Ok, essayons de voir si ça marche. Est-ce que c'est que de la théorie ou est-ce que ça fonctionne? Si je peux transformer un client, si je peux faire pointer sur un client un pointeur sur personne, ça veut dire que je peux créer... Alors, est-ce que j'ai déjà le vecteur? Je vais faire un include de l'objet vecteur pour que je puisse l'utiliser. Alors, un vecteur, c'est quoi? C'est tout simplement un objet qui ressemble à un tableau, mais qui a énormément de fonctionnalités en plus. C'est un objet. Donc, comment je vais déclarer mon vecteur? Je vais tout simplement dire que mon vecteur, il doit être basé sur un type. Quel est le type d'élément que je vais retrouver dans mon vecteur? Je vais retrouver des pointeurs sur personne, parce que je m'aperçois que le pointeur sur personne, je vais pouvoir y stocker un client, un salarié, un fournisseur. Je vais l'appeler V, mon vecteur, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement stocker je vais simplement pouvoir stocker les pointeurs sur mes différents clients, salariés, fournisseurs. Donc je vais enlever ça. Là, j'ai déclaré des pointeurs, pointeur sur client, pointeur sur salarié, pointeur sur fournisseur. Et je vais tout simplement dire, dans mon vecteur, je vais ajouter, fonction pushback, je vais ajouter mon fournisseur. Dans mon vecteur, je vais ajouter mon salarié. Dans mon vecteur, et vous voyez que ça ne crie pas pour l'instant, et dans mon vecteur, je vais donc ajouter mon... lequel il manque? F, S, C, il manque mon client. Ok. Donc, ça veut dire que quand je déclare un vecteur de personne, de pointeur sur personne, et que
mon client est une personne, mon salarié est une personne et que mon fournisseur est une personne, ça veut dire que j'ai le droit d'y stocker aussi des pointeurs sur salarié, des pointeurs sur fournisseur, des pointeurs sur client. Génial. Donc ça veut dire que je peux, dans un même vecteur, finalement stocker des éléments qui n'ont pas exactement le même type. Le type, ils ont un lien ensemble, mais ce n'est pas tout à fait le même type. Et donc, je dois déclarer un vecteur avec le type de la classe mère en pointeur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, j'ai un vecteur, donc un tableau dans lequel j'ai stocké un fournisseur, un salarié et un client. Donc si je parcours ce vecteur, donc je vais prendre en fait un auto-élément, et je vais dire pour tous les éléments qui se trouvent dans le vecteur, voilà, je veux simplement faire un affichage. Alors comme ce sont des pointeurs, il ne faut pas que j'oublie la notation pointeur, et je veux faire un affichage. Est-ce que ça va marcher? Dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est que quand un fournisseur demande son affichage, j'ai l'affichage côté fournisseur. Quand j'ai le salarié qui demande son affichage, j'ai vraiment la fonction d'affichage du salarié qui se met en place. Est-ce que ça marche? On va essayer. Alors je vais juste nettoyer un petit peu mon écran. Voilà, je vais recompiler et je vais lancer personne. Ah, alors attendez, il faut juste que j'enlève ces affichages-là parce que je viens de me faire avoir, j'ai deux affichages. Donc le seul affichage que j'ai gardé, c'est la boucle for. Je vais refaire un petit peu blanc. Je me disais aussi. Je vais relancer personne. Bon. Alors, on a effectivement fournisseur John qui est écrit avec son âge de 25, salarié John qui est écrit avec son âge de 25, client John qui est écrit avec son âge de 25. Sauf que je m'aperçois en fait que je suis assez déçu parce que la fonction d'affichage, c'est l'affichage de la fonction mère, c'est l'affichage de personne. C'est-à-dire que j'ai effectivement le nom, le prénom et l'âge, mais j'ai pas du tout la partie spécifique de chacune des fonctions. Alors c'est pas tellement surprenant puisque je lui ai dit que c'était un vecteur de personne. Donc comme il considère que c'est un vecteur de personne, eh bien tous les éléments qui sont dedans, il les considère comme des personnes. Et quand il lance la fonction d'affichage sur une personne, eh bien il lance naturellement la fonction qui se trouve dans la classe personne. C'est pas génial. C'est pas mal, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Encore une fois, est-ce qu'on peut faire mieux? Évidemment, on va faire mieux. Alors, ce qu'on en a pour l'instant, c'est que l'on a défini, il arrive dans personne et il voit qu'il y a une fonction d'affichage et donc il lance la fonction d'affichage. On a heureusement la possibilité en C++ d'utiliser un petit mot-clé qui s'appelle virtual. Et virtual, dans la fonction d'affichage de la classe mère, va lui dire attention, il y a bien une fonction d'affichage dans cette classe. Par contre, si tu es sur un élément beaucoup plus spécifique, il faut savoir que cette fonction, elle va être redéfinie dans les classes phi. Et donc, si jamais tu n'es pas sur une personne, mais tu es sur un fournisseur, un client, un salarié, peut-être que dans les classes salarié, fournisseur et client, il y a une fonction redéfinie qui sera plus à même en fait de faire l'affichage correspondant à ce type. Et donc le mot-clé virtual, il va permettre au C++ de comprendre que la fonction est redéfinie dans les classes phi et qu'il y a donc en fait un appel beaucoup plus spécifique de l'affichage qui peut être fait. Alors on a le pendant, un mot-clé qui s'appelle override, que l'on peut mettre dans les fonctions des classes phi et qui va permettre de dire en fait que cette fonction est en fait une redéfinition d'une fonction qui a déjà été définie dans la classe mère. Et donc ça va pouvoir faire le lien dans les deux sens. Ok, donc on va mettre nos virtual et nos override et on va regarder comment ça marche. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il faut que je retourne dans la classe mère, dans la classe personne, que je prenne ma fonction d'affichage qui est ici, et dans cette fonction d'affichage, il faut que je lui dise, naturellement, que cette fonction est virtual. Virtual va donc dire elle est effectivement définie ici, mais elle est probablement encore définie, en fait, dans les classes phi de cette classe. Et pareil, dans ce que l'on va faire dans les classes phi, c'est dire, en fait, la fonction d'affichage, ici, on va mettre quelque chose qui s'appelle override. Override veut simplement dire, cette fonction, elle est définie dans cette classe, mais c'est une redéfinition d'une fonction qui existe aussi dans la classe mère. Voilà, je vais le mettre simplement ici. Donc on a simplement changé le virtual et le override, et ce que je vous propose de faire, tout simplement, c'est que l'on va recompiler,
Ok, ça compile. Je vais relancer le person, et cette fois-ci, on a exactement l'effet désiré. C'est-à-dire que non seulement on part d'un vecteur sur un person, sur des pointeurs vers personne, on y a ajouté un fournisseur, un salarié et un client, et vous apercevez que l'affichage maintenant, le fournisseur John 25 a son téléphone, le salarié John 25 a son niveau, et le client John 25 habite rue de la Paix. Et donc en fait, vous voyez que maintenant, eh bien, non seulement vous avez mis des objets de type différents dans un vecteur, mais en plus, au moment où vous parcourez le vecteur, eh bien, chaque type a retrouvé sa propre fonction d'affichage. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'en fait, ça vous permet en fait de traiter par lot des éléments qui n'ont pas exactement le même type, mais qui ont la même classe mère, et qui permet quand même de garder leur spécificité. C'est quand même quelque chose qui est assez génial, en fait, à mettre en place. Alors, qu'est-ce que l'on peut encore dire sur cette notion de classe ? On a encore le mot-clé final, dont je n'ai pas encore parlé, qui va nous permettre d'interdire la redéfinition d'une fonction dans la classe fille. Alors, à quoi ça sert ? Imaginons par exemple que... imaginons qu'on ait encore une classe fille de salarié, par exemple. Donc on aurait une généralisation, et on aurait par exemple les managers par exemple. Voilà. Donc les managers sont des salariés spéciaux, et donc ils dérivent encore une fois de salariés. Et bien si jamais je ne voulais pas que la fonction manager puisse redéfinir la fonction d'affichage, eh bien je pourrais tout simplement dire, voilà, je me rends dans mon salarié, et je dis en fait que la fonction d'affichage, c'est la dernière fois que je veux qu'elle soit utilisée, et donc je vais mettre simplement un final ici. Et donc si j'ai une classe fille de salarié, eh bien tout simplement la fonction d'affichage ne pourra pas être redéfinie. C'est la version finale, si vous voulez, de l'affichage. Si on part de la classe mère et qu'on descend, on sait qu'à partir d'ici, on n'ira pas plus bas. Voilà pour ce mot-clé final que l'on peut mettre en place. Bon, je crois qu'on a fait pas mal de choses sur le polymorphisme. On va voir ce que l'on peut encore ajouter au niveau de notre classe. Alors je voudrais juste dire un petit mot sur les classes abstraites. Les classes abstraites, c'est simplement des classes qu'on ne peut plus instancier, c'est-à-dire qu'on ne peut plus créer un objet de ce type-là. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire une classe abstraite ? Imaginons maintenant, dans notre exemple, nous avons créé des personnes, et ces personnes peuvent être des salariés, peuvent être des fournisseurs ou peuvent être des clients. J'aimerais peut-être dire, voilà, je ne veux plus qu'on crée de personnes. Je veux qu'on puisse créer des salariés, des fournisseurs et des clients, mais je ne veux pas qu'on utilise personne. Personne, c'est tout simplement une classe que j'utilise moi pour en fait factoriser les éléments qui sont communs aux trois autres classes. Mais en aucun cas, je veux qu'on me construise en fait une personne. Eh bien, ça, c'est l'idée que l'on peut se faire d'une classe abstraite. On va toujours pouvoir utiliser les attributs et les méthodes de la classe mère, mais on ne va plus pouvoir créer un objet de la classe mère. Alors, il y a beaucoup de langages de programmation. Vous avez vraiment un mot-clé abstract. Et C++ gère un petit peu la classe abstraite de façon un petit peu différente. En fait, en C++, une classe abstraite contient au moins une méthode purement virtuelle. Une méthode purement virtuelle, c'est une méthode en fait qui est précédée du mot virtual. Virtual qui va permettre de dire que cette fonction est redéfinie dans les classes phi, et qui va terminer après les parenthèses par un égale 0 pour dire en fait que cette fonction n'est pas définie dans cette classe. La fonction est donc pas définie dans cette classe, mais elle est redéfinie dans les classes phi. Et le fait que cette fonction n'est pas définie dans cette classe, eh bien ça veut dire que vous ne pouvez pas créer un objet de cette classe, puisque vous avez accès à une fonction en fait qui n'est pas déclarée. Donc vous avez tout à fait le droit de déclarer les objets qui sont des phi de cette classe, mais par contre vous n'avez pas le droit de déclarer des objets elles-mêmes. Donc par rapport à d'autres langages de programmation, en fait, une classe abstraite est un petit peu plus compliquée à voir, puisqu'il n'y a pas ce mot-clé abstract. Il faut vraiment voir en fait les prototypes des fonctions, et si jamais il y a au moins une fonction purement virtuelle, eh bien tout simplement c'est que vous êtes en présence d'une classe abstraite. Voilà, et donc c'est pour ça, probablement, que vous ne pouvez pas instancier un objet de cette classe. Dernière chose dont j'aimerais parler, ce sont les attributs et les méthodes statiques. On va imaginer par exemple que je veux savoir combien de personnes ont été créées. Ok ? Donc c'est-à-dire que je voudrais avoir un compteur sur personne. Et ce compteur, je voudrais l'avoir à l'intérieur de la classe personne.
Ok. Alors le problème qui va se poser, tout simplement, c'est que si jamais j'ai une classe, alors une classe c'est quoi? Eh bien c'est la classe personne, toutes les personnes ont un nom, un prénom et un âge. Voilà un petit peu comment c'est défini. Donc par exemple, si vous avez une personne, John Doe qui a 25 ans par exemple, va avoir un âge. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, Bob Smith qui a 35 ans et ainsi de suite. Donc en fait, chaque objet en fait, va avoir ses propres propriétés. Si jamais je rajoute un compteur ici, eh bien en fait, l'idée c'est que chaque classe va avoir son propre compteur. Donc si je l'initialise, je vais l'avoir à 0. Quand je vais créer John, je vais placer le compteur à 1. Quand je vais créer Bob, je vais mettre le compteur à 1 chez Bob. Et donc en fait, je ne pourrai pas compter les personnes puisque le compteur, chaque personne aura le sien. Donc chaque personne aura compté sa propre création, et puis c'est tout. J'aurais pas compté tous les compteurs. Bon, quelle est l'idée? Eh bien, comme sous Excel, ce que je peux faire, ce que j'aimerais, c'est pouvoir fusionner en fait les colonnes. C'est-à-dire que là, j'aimerais dire, voilà, cette propriété, elle n'est pas propre à chacun des éléments, elle est juste commune à tous les objets. Ok? Donc là, j'ai un objet John 25 qui a un compteur, mais ce compteur, en fait, il le partage avec tous les autres objets. Et ça, on a la possibilité de le faire avec justement le mot-clé statique qui va nous permettre de dire tous les objets, en fait, partagent cette variable-là, le contenu de cette variable-là. Et si un objet modifie cette valeur, eh bien, ça veut dire que cette variable sera modifiée pour tous les autres objets de la même classe. Alors, comment je vais mettre ça en place? Je vais juste voir pas perdre le fil. Eh bien tout simplement, je vais utiliser le mot-clé statique devant la variable, l'attribut de classe, quand je vais commencer à l'utiliser. Et quand je vais initialiser le compteur, parce qu'à un moment donné, il faut bien que je mette le compteur à 0, eh bien le compteur à 0 va devoir être fait en dehors de toute fonction, puisque le compteur mis à 0 va être initialisé dès le début du programme, avant même que la moindre instruction puisse être lancée. Ok. Alors comment ça marche? Je vais reprendre ici mon Visual Studio Code et je vais dire effectivement que je veux compter le nombre de personnes. Donc compter le nombre de personnes, eh bien ça va tout simplement se faire avec un int. Sauf si je le déclare comme ça, eh bien chaque personne aura son propre compteur. Donc moi ce que je veux dire c'est que ce compteur en fait il n'est pas propre à chaque objet. Ce compteur, en fait, il est commun à tous les objets. Voilà. Donc j'ai défini mon compteur, et à chaque fois que j'ai, du coup, une personne qui est créée, je vais tout simplement faire un compteur plus, c'est-à-dire compteur égale compteur plus 1. Voilà, ça marche. Sauf que ce compteur, effectivement, maintenant je fais bien plus 1, mais à un moment donné, il faut que ce compteur, eh bien, je le mette à 0. Et ce compteur, en fait, je vais m'apercevoir que maintenant qu'il n'est pas dépendant d'un objet, vous avez vu qu'avant, quand on avait des fonctions qui étaient dépendantes d'un objet, comme par exemple la fonction d'affichage, eh bien je lançais directement l'affichage sur un objet. Là, je ne suis pas sur quelque chose qui est dépendant d'un objet, mais quelque chose qui est dépendant de la classe. Puisque ce compteur, en fait, a été fusionné, il n'est pas propre à un objet, mais il est propre à la classe. Si je veux le compteur de la classe, j'aurai l'objet. Donc comment je vais récupérer le compteur de la classe? Je vais tout simplement dire, je vais faire un personne, compteur, égale 0. Et là, je vais avoir un souci. Normalement, ça va me le souligner en rouge. Voilà. Ça va me le souligner en rouge et ça me dit quoi? Personne compteur, is inaccessible. Logique, puisque le compteur, je l'ai déclaré en private, enfin là où il est déclaré en private, et je peux donc pas normalement y accéder. Sauf que cette propriété statique, elle est un petit peu spéciale. Elle ne peut pas être accédée dans le main. Par contre, si je le mets avant le main, eh bien cette instruction va être exécutée. Alors on va regarder ce qui se passe. Va être normalement exécutée va être exécutée normalement lorsque le programme se lance. Alors là, effectivement, le personne est souligné parce que j'ai oublié en fait de dire que le compteur est de type entier. Et en sauvegardant, normalement, maintenant, il devrait être bon. Donc,
si je le fais avant le main, en dehors de toute fonction, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que la première chose que va faire le programme au moment de se lancer, ça va être d'initialiser les variables statiques. Et donc il va prendre le compteur de personnes, il va le mettre à 0. Et seulement une fois qu'il aura initialisé les variables statiques, il va lancer le main, et donc il va pouvoir exécuter des instructions. Ok, ça marche. Maintenant, comment je peux faire pour vérifier que tout fonctionne correctement? Eh bien maintenant, je vais utiliser en fait comme ce paramètre-là est privé, je vais donc écrire une fonction qui va me permettre d'afficher ce paramètre. Ok. Alors comment ça marche? Je vais en fait créer une fonction d'affichage que je vais appeler par exemple nbPerson. Voilà. Elle ne prend aucun paramètre. Ça roule. Et on va juste écrire en fait la valeur du compteur. Nous avons créé... J'affiche la valeur du compteur. Tac. Et je vais dire en fait personne. Nous avons créé compteur personne et compteur devrait contenir normalement le nombre de personnes que nous avons créées. Ok. Alors ce qui peut être intéressant aussi ici, c'est que si jamais je le crée comme ça veut dire que cette méthode, elle va être propre à chacun des objets. Mais dans cette méthode, en fait, vous voyez que je n'utilise aucune variable nom, prénom, âge, je n'utilise pas de variables qui sont propres à un objet. La seule variable que j'utilise, c'est une variable statique, et qui est donc commune à tous les objets du type personne. Et donc j'ai le droit, effectivement, de dire, si cette fonction n'utilise que des variables statiques, eh bien cette fonction devient statique à son tour. Ça veut dire qu'elle n'est plus dépendante d'un objet, mais elle est en fait commune à tous les objets de la classe, et donc elle devient dépendante de la classe. Cette fois-ci, donc, cette fonction nbPerson, elle ne sera pas lancée à partir d'un objet, elle sera lancée à partir de la classe. Je ne suis pas obligé du coup d'avoir un objet en fait pour pouvoir la lancer. Ok, alors comment ça marche? Maintenant que cette fonction est en place, cette fonction statique nbPerson, il me suffit en fait de la lancer. C'est-à-dire que, comme elle se base sur la classe, je vais reprendre la classe personne, et là vous voyez que je récupère en fait tout ce qui est disponible dans la classe personne directement. Donc je vais avoir nbPerson qui va me faire l'affichage du nombre de personnes. Alors on va voir, normalement j'en crée, je crée un client, un salarié, un fournisseur. Ça devrait être bon, ça devrait normalement me créer, m'indiquer que je crée des personnes. Alors on va compiler. Voilà, et vous voyez, on a écrit, nous avons créé 3 personnes. Ok, puisque maintenant cette fonction, cette variable statique est partagée entre tous les objets de la même classe, eh bien chaque objet qui se crée, c'est la même variable en fait qu'on incrémente. Elle est mise à 0 au début du programme, donc ça c'est bon. Et ensuite, à chaque fois qu'on appelle le constructeur de la classe personne, en fait on va simplement incrémenter cette variable, et à un moment donné, on peut afficher exactement combien de personnes ont été créées. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant. C'est une possibilité pour échanger de l'information entre en fait objets d'une même classe, cet objet statique. Alors est-ce qu'on a tout dit sur l'objet statique? Donc on a tout fait, on a créé le compteur, on a mis en place l'initialisation du compteur, on a mis le compteur plus dans le constructeur, ça c'était bon, qui nous a permis en fait de compter à chaque fois que le constructeur a été appelé. Chaque fois que le constructeur est appelé, c'est qu'on déclare une nouvelle personne. Donc attention, si vous avez plusieurs constructeurs, il ne faut pas oublier de mettre le compteur dans tous les constructeurs. Si vous avez plusieurs constructeurs en paramètres, un constructeur en copie, un constructeur en déplacement, il faut que le compteur soit dans chacun des constructeurs, puisque chacun des constructeurs va créer un objet supplémentaire. Et donc on a déclaré la fonction statique également, qui nous a permis justement d'accéder à ce compteur et de voir également que la fonction statique pouvait donc maintenant être invoquée directement sur la classe et pas sur une occurrence de la classe. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour par rapport à cette notion de hiérarchie et aux petits mots-clés que l'on arrive à retrouver dans les différentes fonctions et dans les différents attributs quand on programme un objet.
Alors cette notion de hiérarchie dans les classes d'objets, elle est très importante parce que vous l'avez vu, ça va nous permettre en fait de factoriser du code. Alors cette notion de factorisation de code, on en avait déjà parlé quand on avait abordé les fonctions, et on avait dit que le mieux, plutôt que d'écrire plusieurs fois les mêmes choses, c'était de tout résumer dans une fonction, et ça permettait à chaque fois qu'on appelle cette fonction-là, d'avoir le même code. Ça permettait, lorsqu'on avait une fonction, que quand on avait une modification à faire, on avait à la faire qu'à un seul endroit. Et bien là, c'est exactement la même notion que nous allons exploiter dans l'objet, c'est-à-dire que si vous avez des objets qui partagent des attributs ou qui partagent des méthodes, eh bien il est possible de regrouper ces attributs et ces méthodes dans une seule classe, et on va faire dériver les autres classes qui vont simplement ajouter leurs spécificités. Et donc ça va nous permettre de regrouper tout ce qui est commun au sein d'une même classe. Tout le monde va pouvoir appeler ces éléments communs, et tous les éléments, toutes les classes phi vont avoir en plus des attributs et des méthodes spécifiques pour que ça fonctionne. Nous avons abordé aussi la notion de polymorphisme, puisque jusqu'à présent on avait dit qu'effectivement un salarié était une personne, un fournisseur était une personne, eh bien on a vraiment réalisé à quel point c'était vrai, c'est-à-dire que maintenant il est possible de créer des tableaux ou des vecteurs qui, à partir de la classe mère, peuvent stocker les éléments spécifiques des différentes classes phi. Et donc on peut en fait, avec un seul vecteur, stocker des types différents qui sont quand même raccrochés en fait par la même classe mère. C'est très intéressant parce que non seulement on a pu les stocker, mais en plus on a pu voir que l'on a appelé la bonne fonction d'affichage en fonction du bon type de variable. Et donc ça c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va nous faire gagner énormément de temps en termes de programmation. On n'a plus à se soucier de faire la vérification, est-ce que je suis dans tel type ou est-ce que je suis dans tel type. Vous allez voir que le C++ a finalement résolu le problème pour nous. Il s'est rendu compte du type qui était stocké dans le vecteur et il a appelé la bonne fonction d'affichage qui correspondait au type. Et donc on a, avec un minimum de code, en fait, on a quand même pu utiliser les spécificités de chaque type. C'est plutôt intéressant. Alors maintenant, effectivement, on va se rendre compte que notre code, en fait, devient plutôt volumineux. Le petit fichier que l'on vient d'écrire, il y a maintenant 4 classes à l'intérieur, et ça commence à être un petit peu problématique de pouvoir le corriger. L'idée aussi maintenant, ça serait de pouvoir réorganiser notre code pour qu'on se retrouve avec un fichier de classe par un fichier code correspond à une classe. Et donc ça nous permettrait, par exemple, le jour où on a un petit problème avec le client, eh bien on va simplement dans le fichier qui contient le code du client, ce sera beaucoup plus synthétique et on aura moins de choses à corriger. Donc ça va nous imposer de faire de la compilation séparée, c'est-à-dire que chaque élément va se retrouver dans son fichier, et à un moment donné, si on veut créer la grosse application, on va devoir quand même fusionner tous ces différents éléments pour que ça se mette en fait en route autour du projet plus complexe. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais voir prochainement en vidéo, comment est-ce qu'on peut diviser ces différents éléments et comment est-ce qu'on peut organiser un petit peu mieux le codage pour ne pas se perdre dans un code qui serait devenu en fait trop long et trop difficilement exploitable. À bientôt!